Dans quelques instants, on bouge la France, les imprévisibles prévisions économiques, la motion impossible pour le PS, Obama une chance pour la science, les PME qui sont au couteau face à la crise. Et puis je recevrai Stéphane Gatignon, c'est le maire communiste de Sevran. Il a écrit à ceux que la gauche désespère. C'est un communiste qui parfois dit du bien de Sarkozy. Ça vaut le coup tout à l'heure, dans quelques minutes, dans Bouge la France, juste après le journal de Saveria Rojek. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce n'est pas la croissance zéro, mais presque. Le gouvernement revoit ses prévisions à la baisse, entre 0,2 et 0,5%, nettement en dessous des 1% annoncés précédemment. Une révision qui s'impose compte tenu de la crise. Nicolas Béard. Le gouvernement devra revoir sa copie sur le budget. Les prévisions de croissance de 1% sont officiellement dépassées. Du propre aveu de la ministre de l'économie, elle sera plutôt comprise entre 0,2 et 0,5%. C'est une prévision qui est lucide. Je vous rappelle qu'elle est quand même entre 0,2 et 0,5%. Elle est positive, mais elle est lucide. Nos économies traversent une situation de crise internationale financière jamais vue. Pas de croissance donc, ou presque. Le volet recettes du budget 2009 sera donc modifié. Conséquence directe, le déficit public se creusera. Parce que l'impôt sur les sociétés sera probablement affecté, et notamment dans le domaine des établissements financiers, parce que la consommation est un peu moins forte, donc il y a un peu moins de recettes de TVA. Ça donnera à peu près un déficit public de 2,9% contre 2,7% qui était attendu. Mais en 2009, il devrait s'élever à 3,1%, soit au-delà des critères du pacte européen de stabilité. Bruxelles envisage d'ailleurs plutôt 3,5% de déficit pour la même année. Le gouvernement, lui, veut rester optimiste pour l'avenir. Pour 2011 et 2012, il table sur une croissance de 2,5% et sur un déficit ramené à 1,9 puis à 1,2 points. Peut-être un peu trop optimiste pour l'opposition. Il faudra certainement que la prévision de croissance soit encore revue à la baisse. Il faudra certainement que le déficit soit revu à la hausse et que la dette soit revue à la hausse. Malgré tout, un peu d'air est arrivé cet après-midi. La Banque Centrale Européenne a baissé à 3,25% son principal taux directeur. Mais au même moment, le FMI a estimé que la France entrera en récession en 2009. Définitivement, la crise se poursuit. C'est l'heure des choix au PS. Les militants socialistes votent ce soir pour départager les différentes motions. L'enjeu, la succession de François Hollande à la tête du parti. Ambiance dans la section du 5e arrondissement de Paris, alors que le scrutin vient de se terminer. C'est la vie démocratique qui s'exprime. Non, il y a beaucoup de motions, mais c'est plutôt positif, je pense. On attend d'avoir d'abord un renouvellement du Parti socialiste, de proposer un projet qui permette à des citoyens de vouloir adhérer au Parti socialiste pour ensuite pouvoir gagner des élections nationales. La faillite du système en place, ça devrait orienter l'ensemble des penseurs et des acteurs du système dans un sens qui soit plus à gauche. La crise économique, justement, l'émotion en parle peu. Que proposent donc les ténors du parti pour faire face à ces difficultés majeures? Reportage Pierre Bon-Joseph. Ceux qui chercheraient à départager l'émotion sur les solutions qu'elle propose à la crise financière auront peut-être du mal. Bertrand Delanoë consacre au sujet un court paragraphe. Réforme des agences de notation, transparence des paradis fiscaux, des solutions proches de celles retenues par le chef de l'État. La maire de Lille, Martine Aubry, n'est pas plus prolixe. Elle est pourtant la seule à proposer d'instaurer une taxe sur les marchés financiers qui rappelle sans la nommer le projet de taxe Tobin. Ségolène Royal et les 23 autres premiers signataires de sa motion sont peut-être les moins complets. Au total, 3 petites propositions pour contrer la crise financière. Finalement, c'est sans surprise la solution proposée par Benoît Hamon qui apparaît la plus complète et la plus radicale. La motion C envisage carrément de tourner le dos au libre-échange qualifié de dangereux. À la décharge de leurs auteurs, les textes présentés aux militants ont été rédigés pendant l'été, au moment où les premiers effets de la crise financière commençaient tout juste à se faire sentir. Voilà, et Pierre Sled reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Grève plutôt bien suivie à la SNCF. 43% des conducteurs de train, 55% selon la CGT ont débrayé aujourd'hui. Ils protestent contre une modification de leurs conditions de travail.
Comment désengorger les prisons? Eh bien, en libérant les détenus dans certaines maisons d'arrêt. Un dispositif vise à laisser partir sous condition certains prisonniers avant la fin de leur peine. Thomas Raguet. Un bracelet en guise de sortie. Depuis le 1er novembre, 15 maisons d'arrêt sont concernées. Pour le ministère, il s'agit surtout de préparer les détenus à la sortie. On lutte contre la récidive en favorisant la réinsertion du détenu. Un détenu qui purge ses 4 derniers mois de peine de prison à son domicile avec un bracelet électronique, ça lui permet de retrouver une vie de famille, ça lui permet de retrouver un emploi. Et le ministère souhaite voir ce système généralisé. Cette expérimentation préfigure en effet les dispositions prises par le projet de loi pénitentiaire qui sera examiné en début d'année par le Parlement. Mais pour les juges d'application des peines, c'est un passage en force. C'est un passage en force avant que les parlementaires n'aient quoi que ce soit à dire. C'est un passage en force à travers les services. Un passage en force qui est faussé parce qu'on y met des moyens qu'on n'aura jamais après que l'expérimentation soit faite. Il y a un passage en force particulièrement risqué pour les juges d'application des peines actuellement, puisqu'il n'y a aucun texte qui permet à un juge d'appliquer ce texte. Des décisions d'importance à prendre sur la base d'une simple circulaire ministérielle, les juges n'en veulent pas et dénoncent une grâce déguisée pour désengorger les prisons. Le ministère, pour sa part, indique qu'il y mettra les moyens. 19 juges d'application des peines à la cour d'appel de Douai ont quant à eux signé une motion pour refuser d'appliquer cette circulaire. Les inégalités sociales persistent, voire s'aggravent en France. C'est le résultat du rapport annuel de l'INSEE sur la société française. Les ménages modestes sont plus durement touchés par l'inflation et ils ont plus de mal à trouver un logement. Anne-Louise Durand. L'inflation touche les plus pauvres, surtout dans les campagnes. En un an, les habitants des communes rurales ont connu une hausse des prix de 4%, un chiffre plus élevé que la moyenne nationale. Ce sont les ménages qui ont le plus de produits énergétiques, le plus de produits alimentaires dans leur budget, qui ont été davantage soumis à l'inflation, du fait que l'inflation globale a été tirée par l'évolution des prix de ces postes de consommation. Plus inquiétant encore, le taux de mortalité qui continue à être très différent selon les métiers. Et malgré de meilleures conditions sanitaires, un écart important puisqu'un cadre a 7 ans d'espérance de vie de plus qu'un ouvrier. C'est le fait de conditions de travail, que ce soit des conditions physiques ou des conditions psychologiques, qui sont plus dures. D'ailleurs, on sait que les accidents de travail, bien sûr, sont plus fréquents chez les ouvriers de la métallurgie que chez les professeurs de l'enseignement supérieur. Une bonne nouvelle quand même, on est heureux plus vieux et quels que soient les revenus. Après un cap difficile autour de la quarantaine, la courbe du bonheur s'élève à partir de 60 ans, mais pour des raisons qui pourraient être purement générationnelles. C'est des gens de la génération du baby-boom, c'est des gens qui ont eu une vie heureuse. Ils sont entrés sur le marché du travail quand il n'y avait pas de chômage, ils ont eu peu de chômage dans leur vie et ils ont eu aussi un gros progrès du point de vue de leur situation sociale et de leur patrimoine. Ce sont les générations qui ont vécu l'ascension sociale. Pas sûr alors que les enfants de la crise, eux, puissent en dire autant. Attention donc, n'attendez pas 60 ans pour être heureux. Aux États-Unis, c'est le premier nom de la future administration Obama. Rahm Emanuel, un proche du sénateur, va devenir secrétaire général de la Maison-Blanche. Et puis sachez également que George Bush recevra Barack Obama lundi après-midi. En République démocratique du Congo, au moins 20 civils, dont un journaliste congolais, ont été délibérément tués par des rebelles et des miliciens pro-gouvernementaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Le grand soir pour le Parti Socialiste et le vote des militants sur les 6 motions en lice pour le Congrès de Reims. Bouge la France avec Pierre Sled en fait ce soir son plat de résistance, mais au menu également le financement des PME, la chronique scientifique de Dominique Leglu et le témoignage du maire communiste de Sevran en Ile-de-France. Mais en entrée de Bouge la France, les derniers chiffres de prévision de croissance, une croissance qui se rétrécit comme une peau de chagrin. C'est l'heure de l'économie, c'est l'heure de Jean-Louis Gombaud sur le plateau de Bouge la France.
Bonsoir à tous. On va commencer comme tous les soirs par l'économie et Jean-Louis que je salue. Je vous donne juste sur l'élan pour vous donner un petit moins 4,78 pour le Dow Jones et moins 4,43 pour le Nasdaq. On reste dans le même climat de profonde confiance sur les marchés boursiers. Alors, double coup de froid aujourd'hui dans les annonces, là aussi dans les prévisions. Surtout, le premier, c'était ce matin, Christine Lagarde qui avoue qu'il y aura une croissance vraisemblable pour 2008 entre 0 et 0,5. Donc pas terrible, ça c'était juste ce matin. Et puis, l'information a été confirmée dans l'après-midi par Dominique Strauss-Kahn, donc pour le FMI, en disant effectivement qu'il y aurait probablement une récession. Pour 2009. Alors pour 2009. Donc, en fait, ces prévisions, elles ont changé toute l'année. Est-ce qu'à votre avis, là, c'est leur dernier mot, Jean-Louis? Alors, c'est ni leur dernier mot, malheureusement, sans doute, ni le dernier chiffre. Et effectivement, on est quand même assez surpris au fur et à mesure que les semaines passent. Ce qui est inquiétant, c'est cette dégradation dans le mouvement des prévisions. Rappelez-vous, au printemps dernier, on avait dit en France, en 2008, on fera 2,25%. Maintenant, on est sur 1. Alors ce matin, Madame Lagarde au Sénat nous parle de 2009. Et il y a au printemps, on disait, on sera sur 2,75%. Et là, elle nous dit entre 0 et 0,5. Et le Fonds monétaire international dit pas du tout, vous serez à moins 0,5 en 2009. Et ceci d'ailleurs se répercute sur l'ensemble de l'économie internationale puisque effectivement le FMI a dit l'ensemble des pays développés fera moins 0,3%. Autrement dit, pour la première fois, un institut international réputé, connu, dit qu'on aura en 2009 la première récession de l'économie mondiale depuis 1945. Donc ça, c'est quand même c'est une première, c'est une annonce qui me semble importante. Non seulement il y a un débat sur la profondeur de la récession, mais il y a également un débat sur la durée de cette récession. Puisque les Français disent en 2010, on va faire 2% de croissance. La Commission européenne répond non, pas du tout, vous ferez 0,8% de croissance. Et ceci répercute sur un autre débat, sur les fameux déficits budgétaires, puisque les Français disent en 2010, grâce au rétablissement de la croissance, on sera à 2,7% de déficit, et la Commission européenne dit non, pas du tout, vous serez à moins 3,8%. Donc il y a un débat, et là, ça va créer quand même des tensions. On peut dire qu'on rentre en terrain inconnu. Alors là, ce sont des chiffres qui sont énoncés, mais moi je me mets toujours à la place des Français. Les Français dans leur quotidien, ça va se passer comment pour eux, comment ils vont subir cette crise, et aussi on y pense, parce qu'on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, les PME et les chefs d'entreprise. Alors là, évidemment, les chiffres font des synthèses, mais ce qui compte effectivement, c'est ce qui se passe chez les gens. Bon, la première manifestation que l'on constate en France depuis le mois d'août, c'est la remontée du chômage d'abord. Et puis si vous suivez la presse économique, les annonces, vous apercevez que chaque jour, des reports d'investissement, des annulations de commandes, on décrète des chômages techniques. Je pense par exemple à PSA et Renault, chômage technique jusqu'à Noël. Et tous les fournisseurs par delà. Alors justement, ArcelorMittal par exemple, hier, nous a dit, qui en septembre avait dit, je diminue parce qu'il y a moins de commandes, ma production de 15%, a annoncé hier que c'est plus 15, c'est 30%. Donc vous avez là donc un mouvement qui s'enclenche. Cet après-midi, on apprenait par exemple que Airbus avait dû enregistrer au mois d'octobre 71 annulations de commandes. Donc ce sont des faits très concrets qui arrivent dans l'entreprise. Et actuellement, nous assistons à la publication des résultats trimestriels, troisième trimestre des sociétés françaises, et ils sont tous décevants, ce qui explique d'ailleurs en réalité la baisse actuelle de la bourse, que ce soit à Paris, New York ou Londres. Alors, qui dit nouveaux chiffres, dit nouvelles mesures. Comment les gouvernements et les organismes monétaires vont réagir face à cela? Alors, on va prendre uniquement l'exemple français. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit en France, dans les capitales ou les institutions internationales, il y a une véritable mobilisation pour lutter contre ce phénomène de récession. En France, vous savez, il y a eu le fameux paquet de 22 milliards de prêts aux petites et moyennes entreprises, la stimulation de l'économie avec la suppression de la taxe professionnelle, à peu près 1 milliard. Vous avez eu le grand plan bancaire de 360 milliards, les aides aux collectivités locales qui ont été débloquées, qui se montent à 5 milliards. Donc il y a tout un arsenal qui se met en place. À l'échelle internationale, vous l'avez aussi. La Banque centrale européenne, aujourd'hui, a baissé d'1,5 point ses taux d'intérêt, ce qui les ramène à 3,25. La Banque d'Angleterre l'a baissé de 1,5%, ce qui est quand même énorme pour dire aux banques
si vous vous adressez à nous, vous aurez de l'argent, meilleur marché, donc vous pouvez le reprêter aux entreprises. La Commission européenne ferme les yeux sur les déficits qui s'aggravent. C'est pas le moment de serrer, de trop brusquer. Et puis, malgré cette espèce de poussée de tous les gouvernements, des institutions internationales, vous avez cette espèce de rouleau compresseur qui, visiblement, est en train d'avancer. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. On va parler politique maintenant, évidemment du PS, c'est le soir ou jamais. Le scrutin est clos depuis maintenant un quart d'heure. Les militants socialistes se sont prononcés en faveur de l'une ou l'autre des 6 motions en lice dans la perspective du congrès de Reims. C'est l'heure des comptes au Parti socialiste. Analyse d'un scrutin qu'on annonce déjà très serré avec autour de Pierre Sled, François Dorcival de Valeurs Actuelles, David Revaud-Dallon de Libération, Mathieu Croissanteau du Nouvel Observateur et Denis Jambard, notre chroniqueur. Bonsoir à tous les quatre observateurs pour différents journaux, vous l'avez entendu, et Denis qui est avec nous à Public Sénat. Alors, c'est vrai que ce soir, on attend les premiers résultats. Je ne sais pas si on aura quelques éléments de réponse jusqu'à la fin de l'émission. On aura vraisemblablement quelqu'un du PS dans la région Nord-Pas-de-Calais. Mais en tout cas, on est à peu près sûr d'une chose, c'est que aucune motion va se détacher nettement ce soir, ou alors celui qui va se détacher va avoir la baraka. Hein, c'est pas ça ce soir. La baraka, ça dépend. On verra s'il a un écart entre l'un et l'autre. Ce qui est assez amusant, en réalité, c'est que c'est une compétition entre 6 motions, en réalité 4 essentielles, et ce sont 4 motions Obama. 4 motions Obama. Vous avez Ségolène Royal, c'est le révérend Obama. Vous avez Bertrand Delanoë, c'est évidemment le libéral Obama. Vous avez Martine Aubry, le démocrate Obama. Et puis vous avez Benoît Hamon, qui est le révérend Wright Obama. Oui. Mais il n'y a pas un noir dans le tas. Non, justement, c'est le problème. C'est que la question, c'est qu'ils ont tous des émotions qui lui ressemblent, mais le problème, c'est de pouvoir avoir le même charisme que lui. Mathieu, est-ce que c'est forcément un signe de faiblesse, de mauvaise santé, d'avoir des motions qui vont vraisemblablement être à peu près à égalité? Au contraire, ça prouve qu'il y a quand même une forme de dynamisme à l'intérieur du parti. Oui, une forme de dynamisme ou presque une forme de démocratie, c'est pas plus mal. Cela dit, il y a 3 grosses nouveautés dans ce congrès. La première, vous l'avez souligné, c'est que pour la première fois depuis le congrès de Rennes, il n'y a pas de motion qui va être majoritaire. Depuis ça 15 change ans, donc. Beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que les composantes de ces motions sont extrêmement hétérogènes. On a des alliages qui sont pas purs idéologiquement. On a Martine Aubry qui est avec les amis de Dominique Strauss-Kahn et ceux de Laurent Fabius. On a Ségolène Royal qui est avec des barons locaux et puis des jeunes artilleurs rénovateurs. Donc ça, c'est propice à toutes les recompositions possibles. Encore plus dans un congrès où il n'y a pas de majorité au début. Ils sont tous compatibles, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ils sont à peu près tous compatibles. Disons qu'il y a des haines tenaces entre chacun, mais ils sont tous capables de passer au-dessus pour bloquer l'autre. Donc ça devient assez délirant. Toujours les problèmes de personne. Et la troisième nouveauté de ce congrès, c'est que pour la première fois, les militants socialistes vont désigner leur chef dans un scrutin ouvert au suffrage des militants. C'était le cas depuis 95, sauf que depuis 95, ça n'a jamais été appliqué parce que Jospin a occupé le poste juste après la campagne présidentielle. Ensuite, il a installé Hollande qui n'avait pas de concurrent. Et là, pour la première fois, il peut y avoir une bataille. Donc ces 3 nouveautés changent complètement la donne. Les socialistes s'y retrouvent pas beaucoup. Les journalistes pas beaucoup non plus. C'est vrai que ça devient faut quand même rappeler que ça va se passer en 3 temps. Il y a ce soir, donc choix d'une motion, enfin tri dans les motions plus exactement, ensuite le congrès et ensuite revote pour choisir. Donc je sais pas, c'est quand même un marathon politique. Effectivement, il y a beaucoup de socialistes qui expliquent que un deuxième congrès commence ce soir à 22h à partir du moment où on aura les résultats, parce que certes c'est un gage de bonne santé démocratique que d'avoir 4 candidats à peu près équivalents ou de force équivalente, mais le problème c'est après, comment est-ce que ça va se goupiller, comment est-ce que ça va se combiner, comment est-ce que les uns et les autres, comme le disait Mathieu, on a affaire à 4 conglomérats dont des bouts peuvent s'allier avec d'autres bouts, etc. Donc c'est assez compliqué. Et là, on va avoir une véritable semaine de tractation intense, de diplomatie, de combinaisons diverses et variées qui va être... tout ce que tout le monde dénonçait en fait. Absolument, absolument. Donc le fait d'avoir 4 motions à peu près équivalentes n'est pas forcément un gage de clarté et de désignation justement évidente d'un leader tel que les militants le réclament. Donc faudra pas rater Reims. Je sais que Denis Jambard m'a proposé de m'emmener à Reims parce qu'il m'a dit faut pas rater ça, c'est toujours intéressant, un congrès du Parti socialiste. Est-ce que celui-là s'annonce particulièrement intéressant? Ah bah oui, dès lors qu'il y a cette bataille avec une incertitude totale qui vient d'être décrite, ça ne peut être qu'un congrès intéressant. Mais ça peut être aussi un
congrès d'implosion du Parti socialiste. Moi, je crois que le Parti socialiste est en train de payer sa paresse intellectuelle et idéologique, c'est-à-dire que depuis la défaite de Ségolène Royal, il n'a pas entamer ce travail de reconstruction sur un projet, que ces motions, au fond, sont plus des motions fabriquées pour soutenir des personnes qui sont en compétition avec toujours en arrière-plan l'élection présidentielle, et que le Parti socialiste ne réussira à regagner des élections nationales que lorsqu'il proposera une vision claire de l'avenir. Et il n'en propose pas aujourd'hui, ça se réduit toujours à une bataille d'hommes, parce qu'il n'a pas fait ce travail. C'est quand même... Alors je sais bien qu'ils ont été pris de plein fouet par la crise financière et économique qui est arrivée au courant de l'été, et alors que les motions étaient déjà rédigées. Mais personne n'a fait l'effort. Est-ce que vous entendez une voix socialiste depuis 2 mois en dehors de commenter les actes de Nicolas Sarkozy? Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, le Parti socialiste passe son temps à s'opposer, ce qui est naturel. Mais est-ce qu'il a fait ce travail de reconstruction annoncé d'ailleurs par François Hollande? Rien. Moi, je dirais il y en a quand même un qui est Benoît Hamon, qui est quand même il est cohérent. Marque une identité quand même. Bien sûr. Il est cohérent. Et d'ailleurs, lui, il a fait à la fois une analyse idéologique respectable, qui le conduit à un positionnement, et en plus, je pense, une analyse tactique. Parce qu'il a vu quand même ce qui se passait sur la gauche du Parti socialiste avec Besançon. Et je pense que la motion qui va arriver en tête, qui ne sera pas majoritaire, sera bien heureuse de trouver Benoît Hamon pour faire une alliance. En réalité, il risque d'être le faiseur de roi le jour du congrès la semaine prochaine. Le nouveau chevènement, d'une certaine façon, de ce congrès-là. Mais en fait, on voit bien que la bataille se déroule quand même principalement entre Delanoë et Royal, et que on va avoir tout sauf Delanoë ou tout sauf Royal. C'est pas écrit ça. C'est pas écrit. Moi je dirais Delanoë et Royal. Ça ressemble à ça. Oui, parce que on parle beaucoup de bruit en ce moment. Ça, non, mais justement, la question c'est... Vous voulez dire l'affrontement frontal, il est entre ces deux personnages. Oui, et donc Martine Aubry, naturellement, ce soir Martine Aubry pourrait imaginer d'arriver en tête et donc de redistribuer totalement le jeu. Mais à un moment donné, elle va, avoir un choix à faire aussi. Et donc la question, ce sera soit tous contre celui-là ou tous contre celle-là. La particularité de ce congrès, c'est qu'il a démarré tout sauf Ségolène et qu'il est en train de se finir en tout sauf Bertrand. Donc là, il y a eu quand même c'est dû à quoi? Mauvaise campagne de Bertrand Delanoë? C'est dû, oui, à une campagne qui en tout cas été maladroite au début. C'est-à-dire que pour la première fois, les socialistes pensaient que le Parti socialiste se prendrait par la droite. Ça n'est jamais arrivé en congrès, ça n'arrivera pas cette fois-ci. Donc Bertrand Delanoë était parti en fanfare en s'annonçant socialiste et libéral à la une de l'Obs. Et d'où le livre. Malencontreusement pour lui. Malheureux livre. Malheureux titre. Il s'est pris la crise financière en pleine figure et il a un peu de mal à retomber sur ses pattes. Par ailleurs, Bertrand Delanoë, paradoxalement, voilà, bien sûr. Paradoxalement, c'est presque ce qu'il y a de mieux dans sa motion, Bertrand Delanoë. C'est l'image d'un socialisme municipal plutôt moderne. C'est derrière lui plutôt que ça coince. Parce que derrière lui, qui on trouve Lionel Jospin, l'auteur de l'Impasse. On trouve, alors, Pierre Moscovici, que je mettrai pas dans cette catégorie, Michel Rocard, on trouve François Hollande. En tout cas, soit des grandes figures du socialisme du XXe siècle, alors qu'on est au XXIe siècle, soit la direction sortante, avec tout ce que ça représente depuis 11 ans, toutes les critiques qu'on a pu faire à Hollande. Donc, du coup, il y a cet effet de paralysie, de ventre mou du parti, et il n'y a pas eu la dynamique que Delanoë espérait. Un bémol près, c'est que Delanoë reste très très haut dans tous les sondages et toutes les enquêtes de popularité, que ce soit auprès des sympathisants ou auprès des Français. Il faut se rappeler qu'au moment de la désignation de Ségolène Royal, elle était très très haute dans les enquêtes d'opinion, et on avait vu que, bon an, il n'y avait pas de décalage entre ce que pensait l'opinion et ce que pensaient les militants socialistes. Présidentielle. Tout à donc fait. Elle apparaissait comme la favorite dans l'élection présidentielle. La grosse différence, c'est que là, c'est un congrès et que c'est pas une désignation. Un mot sur Pierre Moscovici, qui au départ était candidat. C'est un cas intéressant parce qu'il était candidat au départ. Il a tenu bon longtemps, et puis d'un seul coup, il a un peu rendu les armes en se ralliant à Bertrand Delanoë. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'il regrette pas son ralliement. On peut pas l'exclure totalement du jeu, puisque, comme je le disais, un deuxième congrès commence ce soir à 22h. Si aucune des motions n'arrive très nettement en tête, ni Bertrand Delanoë, ni Martine Aubry, ni Ségolène Royal, on peut avoir un retour des seconds couteaux, entre guillemets, qui peuvent être... Ou des jeunes couteaux. Voilà, Pierre Moscovici, Vincent Peillon, qui peuvent tenter de... division, Moscovici. S'il avait fait le même choix que Benoît Hamon,
même peut-être avec 5, 6 ou 10%, c'était lui qui était, vous savez, cette fameuse position centrale qui fait que vous faites ou vous défaites les majorités. Parce que, comme vous le soulignez, Benoît Hamon a un positionnement très à gauche, très particulier, qui surfe sur la crise, et Moscovici est plutôt... Moscovici aurait pu incarner une aile social-démocrate assumée, ce qu'il assumait d'ailleurs personnellement. Le problème de ce garçon, c'est que Moscovici s'est allié 3 fois cette année, et il a rompu ses 3 alliances, ou en tout cas ses 3 alliés sont barrés. Donc c'est un célibataire. Et c'est surtout, je crains qu'ils soient un peu grillés, comme on dit, qu'ils sont en tout cas persona non grata ou pas acceptables pour certains accords de motion. Maintenant, c'est un garçon pour la suite, je crois, de Ségolène Royal, qui a précisé qu'elle n'était pas ouvertement candidate à la direction du parti, qui a déprésidentialisé, et qui donc avance aussi une carte qui est Vincent Payon, et c'est assez habile dans la manœuvre. Elle n'a pas déprésidentialisé, elle a désecrétarisé. Parce que frigidarisé. La présidence, elle n'a pas dit qu'elle y allait pas. Mais justement, il faut rendre à Pierre Moscovici ce qui est à lui, c'est-à-dire qu'il a été le premier à vouloir clairement distinguer ce qui était le premier secrétaire, les fonctions de premier secrétaire et d'état-major du Parti socialiste, et celle de candidat à la présidentielle de 2012. Et ce que nous allons avoir, c'est quand même ça. C'est-à-dire que toutes les chances font que le premier secrétaire, très probablement, ne sera pas seulement le candidat 2012. Naturellement, si c'est Bertrand Delanoë, on sait qu'il sera aussi candidat. Mais la probabilité est que s'installe le désordre parce que vous aurez un premier secrétaire et vous aurez qui continuera la bagarre entre les candidats de 2012. Toujours se méfier des papes de transition. Oui. Premièrement, et puis la limite, c'est qu'un second couteau, comme on dit, pour faire respecter l'autorité dont a besoin aujourd'hui le Parti socialiste, c'est pas évident non plus. Et animer une espèce de zoo socialiste avec des éléphants dans tous les coins Mathieu, vous l'avez le portrait robot du bon premier secrétaire? Je ne sais pas s'il existe au Parti socialiste. Non, il y a plein de gens de talent au Parti socialiste, c'est peut-être d'ailleurs un des problèmes. C'est pas le problème. Mais il faut que ce soit quelqu'un évidemment qui ait de l'autorité, quelqu'un qui fasse un peu de travail des idées, comme le soulignait Denis Jeanbart. C'est vrai que les socialistes, moi je serais plus cruel que vous. Ils n'ont pas fait ce boulot, pas depuis la défaite à la présidentielle, ils l'ont fait pas depuis 2002 et puis même pas depuis celle de 93. Donc globalement, il faut un bosseur, un intello, quelqu'un qui soit une personnalité médiatique, parce qu'on est aujourd'hui dans un paysage médiatique très fort en politique. Il faut pouvoir riposter à Nicolas Sarkozy. Il faut pouvoir exister médiatiquement, donc ce au couteau c'est pas terrible. Et puis un paradoxe aussi, c'est que aucun des candidats au poste de premier secrétaire n'est parlementaire. Donc ça va inaugurer un nouveau style d'opposition, c'est-à-dire que qui va porter la contradiction au gouvernement, d'où ça va se faire, probablement du Perron de Solferino. On sait que ça porte un peu moins la voix qu'à l'Assemblée. Ça c'est une remarque très forte. C'est-à-dire qu'avant ils étaient députés socialistes, maintenant ils sont réputés socialistes. C'est déjà pas mal. Bravo. Mais en dehors de ça, c'est une remarque très importante parce qu'elle a coûté à Ségolène Royal. Ségolène Royal a fait le choix, ayant été battue à la présidentielle, de ne pas aller aux législatives, et du coup, bien naturellement, sur tous les grands débats, elle est absente. Je suis pas tout à fait d'accord. Elle a quand même continué à exister. Certes, parce qu'elle est Ségolène Royal. Voilà, sur un plan d'opposition à Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'elle a joué, c'est la carte qu'elle a jouée, essayer de se positionner en opposante numéro 1. Et là, s'extraire du jeu parlementaire socialiste, où on a vu que sur tous les grands dossiers, il y avait eu absolument un déchirement total, que ce soit l'Afghanistan, la réforme constitutionnelle, le plan de sauvegarde, quel qu'ait été le dossier à examiner, les socialistes se sont dévisés, voire déchirés. Donc là, s'extraire de ce jeu-là, effectivement, il y a eu une petite perte de régime du point de vue de opposition, mais elle l'a joué une fois de plus à l'extérieur, selon sa tactique habituelle. Je me fais l'écho des internautes qui ont posé des questions sur le Figaro.fr, et Fred nous dit: à quoi va servir un congrès si aucune majorité ne ressort du vote de ce soir? C'est vrai que quand on part de là, imaginez qu'on ait 3 motions, en gros, entre 25 et 30% chacune, à quelque chose près. Ce qui semble normalement se dessiner. Comment va-t-on faire pour se mettre d'accord sur quelque chose? Oui, c'est à ça que c'est en 3 jours ou c'est mais naturellement, en une nuit, la dernière des résolutions. Mais bien sûr. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser, parce que globalement, Denis Jeanbart le soulignait tout à l'heure, ce congrès c'est un casting qui dit pas son nom. Les 3 principaux candidats ont appartenu à la même majorité depuis 10-15 ans. Donc ils pensent à peu près pareil, ils sont très réconciliables. Donc une fois que la question du casting, qui va être cruelle et qui va être tranchante, sera réglée, je pense qu'il n'y aura pas en tout cas de soucis sur la ligne idéologique du Parti socialiste pour les prochaines années. On disait ça après quand Ségolène Royal a été nommée candidate. Enfin, j'étais témoin du congrès de Rennes, je peux vous dire que la fin de congrès ressemblait à un champ de ruines. Je me souviens de Pierre Mauroy errant avec une rose à la main, tout le monde était décomposé. L'autre différence avec
avec Rennes. Ça ne les a pas empêchés de gagner quand même. L'autre différence avec Rennes, c'est qu'il y avait quelqu'un pour siffler la fin de la récréation qui s'appelait François Mitterrand. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'arbitre. Ni Jospin, qui est un vrai faux retiré de la vie politique, ni Hollande, qui n'est pas en mesure d'être arbitre puisqu'il a signé la motion de Lanoé. Donc il n'y a pas cette figure tutélaire ou cette figure un peu romantique qui pourrait emballer la gauche, peut-être qu'elle naîtra, mais en tout cas c'est... David, il y a quand même un scénario, un grand oublié, qui est le militant. Hein. Je crois qu'il y a quand même 166 000 militants. Dominique Strauss. On pourra en parler après. C'est un autre oublié, effectivement, ou quelqu'un qui se fait oublier. Mais sur 166 militants à jour de cotisation, pour les avoir rencontrés, écoutez, on peut dire quand même que les militants, globalement, en ont ras-le-bol. Ils en ont assez de toute une série de pratiques, de cette synthèse molle, de ce déficit d'autorité. Bon, ils sont un petit peu schizophréniques dans la mesure où ils en ont assez de la guerre des chefs, mais en même temps ils veulent un chef. Il faut bien que ce sont eux qui l'alimentent. Mais je crois qu'ils ont eu surtout peur de se faire déposséder dans cette fameuse nuit des résolutions, qui va procéder à cette synthèse et qui va une fois de plus procéder à cette grande alliance molle. Et je crois que ça ils n'en peuvent plus et ils veulent vraiment un parti qui change, qui se rénove, qui tranche et qui est une fois pour toutes de l'autorité. Quelle est la prochaine échéance? La prochaine échéance, ce sont les élections européennes. Et ces élections européennes montreront la réalité du poids politique du Parti socialiste. Dans le contexte d'une élection européenne. Absolument. Mais qui est à la proportionnelle, qui est certes régionalisée. Moi je pense qu'il y a quand même dans tout ça un gagnant. Et en tout cas, une personne qui espère être gagnant, c'est François Hollande. Au fond, François Hollande... Ça, c'est la grande théorie de Denis Jean-Bart. Oui, parce que François Hollande quitte la direction du Parti socialiste en se disant qu'il sera le prochain présidentiable. Partir pour mieux revenir. Oui, et son intérêt est en effet que le parti soit divisé, que la comparaison entre la période à venir et la période précédente lui soit favorable, et qu'il apparaisse à terme comme le seul rassembleur possible du Parti socialiste. Moi, je pense que c'est pas simplement une analyse politique, c'est le calcul de François Hollande. C'est très probable, et ce congrès lui ressemble. Moi, je mettrais un bémol, c'est que il peut pas non plus, j'allais dire bordéliser, c'est pas très joli comme mot, mais c'est un peu à ça que ça ressemble. Il peut pas trop, parce que déjà, il faut qu'il laisse un souvenir qui soit à peu près brillant pour mieux revenir. S'il laisse un champ de ruines où les gens s'affrontent et un parti socialiste incapable de réagir ni de gagner des élections, je pense que c'est un peu compliqué comme bilan à assumer. Et alors, à ce propos, parce que ça a été évoqué, Ségolène Royal l'a évoqué d'ailleurs pour elle-même en disant que il y avait aussi une voix peut-être à l'extérieur du parti. On ne sait pas. Est-ce que, à l'occasion de ces luttes d'influence qu'on va suivre et de ces tractations, est-ce qu'il y a un risque d'implosion ou d'explosion du PS ou de séparation, de scission, j'en sais rien. Je ne crois pas à ce scénario dans la mesure où même si chacun défend son intérêt propre, il y a tout de même un intérêt général qui prime, c'est le fait que ce parti finalement est l'entreprise politique qui permettra aux candidats, qui permettra de figurer en bonne place dans la compétition présidentielle. Or, effectivement, avec un Bayrou sur la droite, avec un Besancenot sur la gauche, c'est quand même très compliqué d'aller faire un parti à 8% ou une autre aile social-démocrate ou une aile gauche, c'est suicidaire. Donc chacun a quand même en tête ce schéma-là, et je crois que à la fin il y aura toujours cet arrangement qui permettra à l'une ou à l'autre de figurer en bonne place. Il faut jamais oublier que les socialistes se battent pour prendre le contrôle du navire, mais jamais pour le couler. Les expériences récentes de gens qui ont quitté le Parti socialiste n'ont rien donné. On a vu ce que c'était que Jean-Pierre Chevènement. Ça a été une belle tentative de refondation idéologique de la gauche sur une base républicaine. Il a eu des troupes, il a eu un petit phénomène personnel au moment de l'élection de 2002, et puis pchit, rien. Et le Parti socialiste, quoi qu'on en pense, malgré tous ses milliers de défauts, reste un bel outil politique. C'est un gros parti d'élus, on l'a vu au municipal. Ouais, qui est majoritaire en France. Ils sont majoritaires dans la région, ils ont un groupe qui n'est pas minable à l'Assemblée nationale, qui n'arrive pas à se mettre d'accord et à trancher, mais c'est quand même 200 députés. Personne n'aurait très folie de vouloir canarder le parti. Parlons de cette voie possible à l'extérieur. Admettons que Ségolène Royal arrive en 3e position, enfin cette motion-là arrive en 3e position, et qu'elle explore justement cette voie. Est-ce qu'elle a un espace dans cette voie? En 3e position, l'espace va devenir difficile pour elle. Mais il faut compter sur son obstination et sur la volonté qui est la sienne. Cela dit, elle va se trouver dans une situation délicate si elle est en 3e position. Oui. La minorité rend fragile Ségolène Royal, c'est-à-dire si elle est 3e, ça sera compliqué pour elle. En même temps, c'est qu'il y aura eu un front anti-Ségolène. Si jamais elle est 3e, enfin si les autres s'allient et qu'elle ne participe pas aux organes de direction du PS. Donc elle va jouer de sa carte habituelle qui est la victimisation.
Elle va mettre un pied dehors et un pied dedans, c'est-à-dire qu'elle sera chef d'un courant qui, à mon avis, fera quand même un gros score, parce que même si elle peut être troisième avec 25% ou 30%, quand on pèse ce poids-là dans le Parti socialiste, oui, en n'étant pas, on n'est pas mort. Il faut jamais oublier qu'il y a un autre congrès qui est prévu dans 2 ans, donc il peut se passer des choses en 2 ans. La prochaine direction peut perdre les élections européennes, peut perdre les élections régionales. Les cartes peuvent être battues et puis... Il y a le match de retour de la primaire de 2010-2011 qui effectivement risque d'être décisif. Et... Denis, est-ce que c'est pas finalement stratégiquement le cas le plus intéressant, Ségolène Royal, dans son analyse? Est-ce que les possibilités qu'elle essaye de se donner? Moi, je trouve que Ségolène Royal, qu'on critique souvent, elle a beaucoup d'habileté. Vous savez, je le dis souvent ici, c'est la vraie héritière de François Mitterrand. Elle a grandi à l'Élysée, elle a regardé et elle utilise beaucoup des techniques de François Mitterrand. Et d'abord, elle est habitée, comme le disait François, d'une détermination totale qui est absolument nécessaire quand on veut arriver à cet objectif de la présidentielle. Elle est totalement habitée par ça. Ensuite, elle est d'un courage phénoménal. Elle sait allumer des incendies autour du parti, faire des diversions, provoquer des débats périphériques. Donc, elle sait déconstruire le débat du Parti socialiste pour le reconstruire sur des sujets qui sont éventuellement mineurs autour d'elle. Donc c'est une espèce de voltigeur qui en permanence réussit comme ça à réattirer la lumière. Je ne sais pas ce que seront les résultats. Simplement, rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques semaines. On l'a donnée vraiment battue et aujourd'hui, elle est totalement revenue dans la course. Alors on verra si elle est réellement dans les urnes. Ouais. Mais c'est vrai que rappelez-vous aussi le commentaire qu'on a fait après sa prestation au Zénith. En réalité, ça a été le début de sa reconquête. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, elle s'est démarquée de tout le monde. Et elle a cette capacité-là à surprendre en permanence, tandis que les 2 autres concurrents sont sur des rails socialistes traditionnels. Enfin. Ça, c'est très important, ce que vient de dire Denis. C'est son côté à part. Tout à l'heure, je vous ai fait rire avec Obama. La question, c'est pas finalement une blague, mais le jugement que nous avons, y compris moi-même, porté sur le zénith de Ségolène Royal était en surface. Mais dans la profondeur, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça n'est pas elle qui avait raison à l'égard du public? Autrement dit, est-ce qu'elle ne trouvait pas une autre manière d'aller chercher le public? De la même manière que Obama est allé le chercher. C'est vrai qu'il y a un côté révérent chez elle. En parlant d'Obama, juste parce qu'il y a une question de Simon, toujours sur le Figaro.fr, on dit, il y a toujours les dinosaures en lice, où est la nouvelle génération? Pourquoi est-ce qu'on les empêche de parvenir aux manettes du parti? C'est vrai, quand on regarde le parcours d'Obama, c'est une bonne leçon d'actualité. Obama, 47 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 43 ans, il n'y a pas eu d'obstacle pour grimper dans le parti. Ça veut dire qu'on a laissé quelqu'un de 43 ans grimper pour devenir 4 ans après le président des États-Unis. Et c'est vrai qu'en regardant ça, on n'a pas l'impression que ça se fasse tout à fait comme ça. On aimerait peut-être voir plus. Enfin, je pense les téléspectateurs des valses, etc. C'est vrai qu'il y a un vrai problème générationnel au Parti socialiste dans la mesure où tous les ministres, toutes les personnalités issues de l'ère Jospin ou du gouvernement Jospin ont perpétuer cette tradition qui était de continuer à bloquer l'ascension des plus jeunes. Absolument, il y a des strates, mais le problème c'est que les strates les plus récentes ne parviennent pas en surface. Pas simplement au Parti socialiste, c'est vrai à droite aussi, parce que c'est caractéristique du système politique français. Ouais, enfin, le Parti socialiste, c'est quand même un pays où quand on perd, on recommence, et puis on peut recommencer à perdre une 2e fois, voire peut-être une 3e fois. C'est assez délirant. Mais il y a un problème générationnel. C'est vrai qu'on ne leur fait pas de place, et puis cette génération a aussi une part de responsabilité. C'est les enfants de la fin du mitterrandisme, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux. On a dans cette génération des gens assez cyniques, qui entre en tout cas d'un courant à un autre, qui ont une colonne vertébrale idéologique qui n'est pas identifiée. Il y a des gens qui étaient, je prends Vincent Payon, qui est un garçon plein de talent et qui était dans un courant plutôt très à gauche, le NPS, qui contestait. Il était avec Benoît Hamon à l'époque, et puis qui bascule et qui se retrouve avec Ségolène Royal et qui fait alliance avec Jean-Noël Guérini, qui n'est pas un gauchiste au PS. Montebourg, alors lui, avec pas tellement plus, faut pas l'accabler plus que les autres. C'est une génération qui n'a pas été capable ou en mesure de porter un discours politique fort et une vision de la société rénovée. Tant qu'elle ne le fera pas, je pense qu'ils sont contraints à attendre qu'on leur donne les postes. Alors la question, c'est de savoir si Ségolène Royal est écartée, Martine Aubry peut incarner le rôle que vous avez décrit.
C'est elle qui est légitime dans ce rôle. Dernière question, on parle toujours sur le Figaro.fr, on parle de la discipline. À partir du moment où il y en aura un ou une qui sera choisi comme premier secrétaire, est-ce que le Parti socialiste aujourd'hui est assez fort pour être discipliné? Dernier exemple, Fabius sur l'Europe. On a vu comment Ségolène Royal, non, mais bien sûr, il y a pas eu un parti discipliné derrière elle pendant mais bien sûr, les crocs en jambes, comme on dit. Mais le plus flagrant, ça a été vote du parti, et derrière, Fabius ne respecte pas la majorité, le choix de la majorité du parti, et d'ailleurs, ça a largement contribué à la destruction du parti dans la présidentielle. Donc, tout peut arriver au Parti socialiste après le Congrès. Mais encore une fois, les idées sont incarnées par des hommes et par des femmes. Donc la bataille du lendemain du Congrès, elle va durer jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012, parce que ce sont des hommes et des femmes qui se présenteront. Le drame, c'est que l'indiscipline, elle est congénitale au socialisme. Le socialiste existe par l'indiscipline, d'une certaine façon. C'est en prenant des positions dans les médias que les personnalités émergent, et puis c'est un discours critique, c'est un discours de contradiction. Donc Est-ce que le problème du PS, c'est d'avoir ne pas avoir un leader, ou d'avoir trop de leaders? Parce que justement, si on voit qu'un leader émerge et s'impose, les autres n'auront de cesse que de torpiller celui qui est arrivé à la tête. Et est-ce un problème? C'en est un si on perd, c'en est plus si on gagne, de toute façon. Merci beaucoup. On va parler de science maintenant, et on va retourner avec Barack Obama. Les résultats peut-être aussi. Oui, non mais les résultats plus tard. Là, pour l'instant, il y a que les résultats de la Coupe d'Europe, ça vous intéresse? La nuit socialiste après la nuit américaine. On en parlera tout à l'heure. Pendant le Congrès, il y aura aussi le sommet de Washington qui va évidemment un peu étouffer le Congrès du Parti socialiste, puisque Barack Obama sera aux côtés de George Bush. Eh bien, Barack Obama, que veut-il faire des sciences aux États-Unis? C'est Dominique Leglu qui va nous le dire. Merci. Barack Obama élu, et c'est le monde de la science américaine qui respire. Le 44e président des États-Unis a sa petite idée sur ce qu'il espère de la puissance de recherche de son pays. Elle est ce soir, comme chaque jeudi, la complice de Pierre Sled sur le plateau de Bouge la France. Dominique Leglu a décortiqué le programme scientifique du nouveau président Obama. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors, on sait que les États-Unis sont un des moteurs mondiaux pour les sciences, et que effectivement ils sont leaders. Donc c'est très très important. Le nouveau président, ça implique beaucoup de choses dans les fonds qui sont investis. Est-ce que la communauté scientifique là-bas est soulagée ou inquiète de l'arrivée de Barack Obama? Soulagée, c'est ouf. Déjà, ils n'ont pas Sarah Palin comme vice-présidente, qui aurait été éviter le pire. Créationniste. Vous savez, tous ces mouvements qui lisent la Bible et la prennent au pied de la lettre. Et donc, je me souviens, en début d'année, un très grand scientifique extrêmement respecté, David Baltimore, qui est prix Nobel en biologie, et qui disait l'anti-intellectualisme basé sur les religions, c'est terrifiant. Il a déclaré ça devant des milliers de scientifiques, et ils étaient tous d'accord. Il faut préciser aussi que, tendanciellement, le milieu universitaire et chercheur est plutôt démocrate. Il y a ça, c'est général, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Oui, il y a une enquête sérieuse à Harvard qui a montré que l'année dernière, à 50%, il se déclarait démocrate. Bon, et 15% seulement républicain. Alors, on voit déjà le rapport. Mais effectivement, ce qui compte, c'est de savoir ce que va faire Obama. Alors, d'abord, évidemment, on peut dire, est-ce qu'il va tenir ses promesses, hein? Toujours la question, une fois que le président est élu, ce n'est plus le candidat. Donc, ce sur quoi on peut se baser aujourd'hui, c'est les promesses du candidat. Effectivement, il a été interpellé par un très gros groupe de scientifiques, 38 000 scientifiques, qui s'étaient réunis dans un forum pour le débat scientifique, et qui lui avaient posé 14 questions. Donc j'ai retenu, je vais pas vous les... pas toutes les 14, les réponses, mais les 3 ou 4 plus importantes. Alors d'abord le budget, c'était la question que vous posiez au début. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ressortir les questions de recherche fondamentale. Or, vous savez, les futures applications, les futures découvertes, c'est aussi à partir de la recherche fondamentale que ça se développe. Et là, il a dit qu'il mettrait en place un système qui, in fine, aboutirait à doubler le budget de la recherche fondamentale en physique, en biologie, sur 10 ans. Alors, il est élu pour 4 ans, mais voilà, c'est ce qu'il a dit vouloir enclencher. Et aussi, créer des académies
pour pousser les enseignants en mathématiques et en sciences, environ mettre sur pied très vite, il n'y a pas de date, 30 000 personnes, parce qu'effectivement, il y a un déficit dans les écoles. Alors, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'engagement pour le réchauffement climatique. Voilà. Alors, donc, ça, c'était clairement dans son programme. Absolument. Est-ce que il va poursuivre dans cette voie? Alors là, c'est clair. Il dit même qu'il veut agir immédiatement. Et en particulier, le but le plus facile à comprendre, c'est revenir au taux d'émission en 2020 équivalent à celui qu'il était en 1990. Alors évidemment, les prévisions à long terme regardent jusqu'à 2050, mais déjà il dit essayons de faire ça. Et comment faire ça? En priorité, vous savez, ces systèmes de permis que s'échangent les entreprises, permis à polluer, et entre celles qui sont très polluantes et celles qui le sont moins, et qui s'arrangent entre elles pour réduire. Et dans ce domaine-là, la ratification du protocole de Kyoto? Ah bah écoutez, on va voir. Ce qui est très frappant, ce qu'il faut quand même, ce dont il faut prendre conscience ici, c'est que déjà, au niveau des États-Unis, la semaine dernière, je voyais une carte, 37 États se sont déjà mis d'accord sur énormément de réductions pour moins alimenter en gaz à effet de serre l'atmosphère, mais aussi sur l'eau. C'est-à-dire que vous avez aussi une poussée, pas de la base, mais quand même des États. Donc, lui, en tant que président fédéral... On s'est bien rendu compte qu'avec les combustibles, les carburants habituels, eh bien, dès qu'il y avait une crise, c'était impossible économiquement. Oui, et il tient le discours, qui est le discours classique américain, c'est de dire il faut qu'on reste les premiers dans les technologies vertes pour être leader au niveau mondial. L'autre aspect qui est très frappant et sur lequel on peut pas passer, parce que ça a fait une controverse énorme, c'est les cellules souches. La Bush, pour des raisons religieuse et idéologique, avait mis le frein très fort sur ces recherches. Et justement, ce que dit Obama, c'est que lui, il veut renforcer cette recherche. Il veut absolument le débloquer. Et toujours pareil. Attention, on va être en retard sur d'autres pays. Et là, ça va être clairement un énorme changement. Bon, là où c'est pas très clair, on a l'impression qu'il va poursuivre le programme spatial comme avant, parce que c'est difficile pour un président américain de stopper ce qui a été une des très grandes aventures. Certes. Mais en même temps, ça coûte cher. Mais ça coûte très cher. Mais bon, il a dit qu'il voulait absolument reconstituer un conseil sur l'aéronautique et l'espace auprès du président, un conseil qui a existé entre 58 et 73, qui a un peu eu un revival vers 89-92, pour avoir une vision globale, à la fois civile, militaire, économique, sur ce plan. Alors, on ne sait pas trop, on va voir. Mais vous savez, l'année prochaine, juillet 2009, rendez-vous, ça fera 40 ans que Armstrong avait fait son petit pas sur la Lune et son grand bond pour l'humanité. Exactement, merci Dominique. On revient en France avec les PME qui sont dans la difficulté, bien sûr, face à la crise. Certaines se battent, notamment à l'Aïeul, au couteau contre la crise. Des couteaux connus dans le monde entier, les couteaux L'Aïeul, fruit d'une tradition et d'un savoir-faire ancestral, fruit du travail d'une PME qui, comme bien d'autres, subit la crise et espère des banques. Les banques jouent-elles le jeu des entreprises? Sur le plateau de Bouge la France, Thierry Moisset, il est le PDG de Forges de l'Aïeul, et Christian Sauter, ancien ministre, adjoint au maire socialiste de Paris, chargé de l'emploi. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Vous le savez, Christian Sauter, on parle souvent des PME dans cette émission parce que c'est vrai que c'est un enjeu national et on sait à quel point en ce moment c'est difficile. On a voulu prendre un exemple avec Thierry Moisset qui dirige les entreprises de l'Aïeul, donc les couteaux qui sont célèbres. Et il va nous raconter un petit peu son histoire, comment il a commencé avec cette entreprise qu'il a reprise et ce qui se passe aujourd'hui, à quelles difficultés il est confronté. Et on généralisera, on essaiera de voir si les nouvelles mesures qui sont prises peuvent améliorer les choses ou pas. Je vous donne la parole, Thierry. Merci. Donc, cette entreprise, on la connaît depuis toujours. Elle existe de quoi? Depuis 80... Elle existe depuis 1987. 87, oui. 87. Elle marchait bien. Elle a été reprise ensuite par un autre chef d'entreprise qui, lui, a connu plus de difficultés. Et c'est là que vous l'avez, entre guillemets, récupéré. Alors, si vous voulez, déjà, cette entreprise, en fait, a été un peu le renouveau du couteau de l'Aïeul à l'Aïeul. C'est-à-dire qu'en 87, le couteau de l'Aïeul est un peu parti de l'Aïeul. C'est dans l'Aubrac, c'est dans l'Aubrac, c'est une très belle région, on y vit très bien. On n'en doute pas. Et si vous voulez, donc cette entreprise, pendant un certain nombre d'années,
a pu fonctionner. Et ce qui est arrivé depuis, on va dire, sur les 10 dernières années, c'est que de plus en plus, on a été confronté en fait aux importations de couteaux qui sont fabriqués à des coûts bien moindres. Il suffisait d'entre guillemets de bombarder avec du marketing autour et de profiter du nom de Laguiole puisqu'il n'a pu être déposé. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut, n'importe qui peut faire des couteaux marqués Laguiole. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire un peu n'importe quoi. Alors, ce qui se passe quand même, il faut être honnête, aujourd'hui, la qualité de l'importation a progressé. C'est-à-dire qu'au tout début, les importations étaient de très mauvaise qualité. Et cette qualité a progressé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, cette qualité a progressé. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un marché concurrentiel, on va dire, d'une qualité moindre, mais qui reste quand même intéressante par rapport au prix. Voilà. Beaux couteaux, non. Ça se fabrique où? Alors, ça se fabrique au Pakistan, ça se fabrique en Chine, ça se fabrique... Et ça déboule sur le marché français, donc pas trop cher finalement. Ça déboule par container sur le marché français pour pas trop cher. Et vous faites les vrais. Et là, actuellement, vous avez récupéré donc cette entreprise qui était quasiment en dépôt de bilan, qui était en extrême difficulté. Juste une petite précision, on fait pas les vrais. Oui. Nous, on fait des couteaux en respectant, j'allais dire les salariés, en respectant le travail français, en respectant le savoir-faire. Et c'est bien différent. Les vrais, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qu'on essaie de faire, on essaie de travailler dans une certaine éthique, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit, je vous prends un exemple tout bête, mais mettons tous les t-shirts des salariés de la Forge de Laguiole sont commerce équitable, coton équitable. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on travaille avec des matières recyclables, on va jusqu'au bout de la démarche. C'est une entreprise terroir. C'est une entreprise terroir et j'allais dire citoyenne, ou du moins qui essaie d'être citoyenne, d'accord. Donc ça pour moi c'est quand même très important. Alors effectivement on était 4 investisseurs aveyronnais qui on était désœuvrés, c'est peut-être bien le bon terme, de voir une telle entreprise avec une telle image, un tel savoir-faire. Ça fait partie du patrimoine local. Ça fait vraiment partie du patrimoine français, puisqu'en plus on est devenu entreprise du patrimoine vivant, donc on est une entreprise EPV. Donc si vous voulez, ça nous faisait vraiment mal de voir ça. Et moi, je travaillais dans des grands groupes et en fait, je suis parti avec 3 investisseurs aveyronnais. On a dit 7 millions de dettes déjà avec au départ. Énormément de dettes, oui. Qu'il faut combler. Et là, vous êtes en extrême difficulté en ce moment là-dessus. Extrême difficulté, non. Pour combler ces dettes. Si vous voulez, on est en difficulté dans le sens où on a la peste et il y a une épidémie de choléra qui arrive. C'est-à-dire que donc, si vous voulez, aujourd'hui, on doit se resserrer, donc on doit innover, on doit créer, on doit faire parler de nous, on doit faire du marketing, et que tout ça aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent, et que une société aujourd'hui pour pouvoir faire parler d'elle et pour pouvoir expliquer aux gens, aux consommateurs, expliquer à tous ces gens-là qu'il faut faire attention à ce qu'ils achètent, c'est difficile. Christian Sauter, est-ce que fabriquer en France des entreprises comme ça, c'est vrai qu'ils font partie de la vie française depuis longtemps. Est-ce que c'est aujourd'hui concevable dans l'économie mondiale qu'on connaît et à travers la crise qu'on connaît? C'est absolument concevable et heureusement de nombreuses entreprises se battent comme la vôtre pour y arriver. Il faut simplement avoir, et vous avez employé le mot, une qualité. Et donc un prix, parce que le prix et la qualité, ça marche ensemble, qui permettent de payer des salariés qui sont évidemment plus coûteux que ceux qu'on peut trouver en Asie. Donc, et puis vous parlez de marketing. Je crois qu'il faut avoir ce que les spécialistes appellent une stratégie de niche, c'est-à-dire pas faire des produits banaux qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais faire du luxe. Et j'ai cru comprendre, moi je suis élu parisien, que vous avez 2 boutiques à Paris. Tout à fait. 2 boutiques à Paris où il y a la marque Laguiole. Alors, ce qui m'a surpris dans votre exposé, et ça c'est un problème de gestion, pas seulement privé mais peut-être collectif, c'est que la marque n'ait pas été déposée par votre prédécesseur. Ça c'est quand même... Les prédécesseurs, il y en a eu 2. Ou les prédécesseurs. Bon, mais ça vous n'y pouvez rien. Mais c'est un handicap. Alors, pour revenir sur ce que vous dites, je pense que il faut quand même amener quelques précisions. Aujourd'hui, la qualité n'est que nécessaire, mais elle n'est plus suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps de ça, quand on fabriquait des bons produits, qu'on avait le bon prix et le bon réseau commercial, ça suffisait pour vendre. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que déjà l'importation a progressé en qualité, et ça il faut l'avouer. Puis je veux dire, il faut vivre avec, il faut plus le renier. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez, aujourd'hui on vit quand même dans un monde de marketing. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, quand on dit l'aïeul, c'est devenu un mot générique, ça fait vibrer les neurones de territoire, mais si vous voulez, je pense qu'on a perdu le réflexe de l'origine. D'où est-ce que ça vient? C'est-à-dire, quand j'achète quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Qui l'a fait? D'où est-ce que ça vient? Et ça, si vous voulez, la qualité ne suffit plus. C'est-à-dire, quand vous dites la qualité, c'est important, et les niches, malheureusement, aujourd'hui, deviennent de plus en plus petites. Et si vous voulez, pour accéder à des marchés de niche, je crois, ça nécessite un marketing encore plus pointu et j'allais dire encore plus cher. Oui, mais... Donc encore moins accessible aux petites PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans un système où, si vous voulez, au plus on va aller dans une niche, au plus on doit être gros, parce qu'au plus il faut des moyens. Oui, enfin, je trouve que on a discuté avant cette émission, donc je ne trahis pas de J'étais pas là, j'étais sur le plateau. Vous n'étiez pas là. Bon, vous m'avez dit que votre usine est décorée d'un gigantesque couteau, que Stark a contribué à décorer. Donc, vous avez ce bon mélange, enfin, du moins d'après ce que vous m'avez expliqué, entre la tradition, qui est le couteau qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans, et l'innovation. Alors, c'est vrai que pour qu'on sache que votre usine est belle, etc., ça demande de l'argent, ça demande du temps. Il y a une autre question que vous avez posée, mais c'est vous le maître de l'émission, c'est la question du financement. Oui. Et ça, je pense que dans la crise dans laquelle on est entré, la question du financement est tout à fait... Les nouvelles mesures, parce que j'imagine, comme toutes les chefs d'entreprise de PME, ce qui vous pèse le plus sont les charges salariales. Est-ce que dans les nouvelles mesures qui sont proposées, est-ce que vous en servez d'ailleurs, et est-ce qu'il y a de quoi vous aider? Alors, si vous voulez, la forge de l'aïeul, c'est un peu particulier, puisque en fait, 80% de nos dépenses sont de la masse salariale. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est des ratios aujourd'hui qui n'intéressent, entre guillemets, plus personne. C'est-à-dire qu'on est dans des ratios, 80% de l'argent que l'on dépense dans cette société, c'est pour payer des gars. Donc on est sur des ratios, aujourd'hui, en principe, la main-d'œuvre, on va dire, dans une entreprise, c'est entre 15 et 25%. C'est-à-dire qu'on est... Vous avez un bon nombre de salariés, ça c'est... Du point de vue de la collectivité, c'est important, ça. Tout à fait. Alors c'est d'autant plus important que... Du point de vue de l'avènement, ça doit être essentiel. D'autant plus que c'est rural. C'est-à-dire que d'autant plus que si on n'arrive pas à maintenir ces entreprises, et moi c'est pour ça que j'y suis parti notamment, si on n'arrive pas à maintenir ces entreprises, ces petites communes perdues, ensuite ça passe par ce fameux dépeuplement des... Christian Sauter, ces mesures qu'on connaît, l'exonération de la taxe professionnelle pour les investissements supplémentaires, etc. Et puis le recours au CDD, parce que certains disent qu'un CDD, surtout dans une période de ralentissement aujourd'hui, c'est mieux un CDD que pas de travail du tout. Est-ce que pour vous ce sont des bonnes pistes ? Moi, je pense que les bonnes pistes, au moins en tout cas celles qu'on applique à Paris, sont plutôt du côté du financement. Le gouvernement a décidé que les crédits aux PME accordés par OSEO, qui est une banque, un organisme de garantie publique, devrait être accru. Parce que je pense que, vous avez un problème de passer par un marché qui va être un petit peu creux, le marché touristique et aussi le marché national, mais vous aurez aussi besoin, le moment venu, de vous développer, d'avoir un fonds de roulement plus important. Et parce que peut-être vous payez plus vite vos fournisseurs qu'on ne vous paie les couteaux, et puis vous aurez besoin d'investissement. Et le fait que le gouvernement ait renforcé les crédits garantis aux entreprises petites et moyennes, c'est extrêmement important parce que, vous le savez, les banques sont, je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre banquier, ça ce serait très indiscret, mais les banques... C'est très bien, de toute façon, toutes les PME en ce moment ont des problèmes avec leurs banquiers, puisqu'il n'y a plus de financement possible. Les banquiers, si je puis dire, lorsqu'ils doivent faire des restrictions de crédit, c'est pas les entreprises du CAC 40 qui souffrent, ce sont plutôt les PME. Donc, je vous prends l'exemple d'OSEO parce que sur Paris, on avait signé, alors ça c'est pour les PME parisiennes, je suis désolé, on va pas jusqu'à l'Aveyron, même si le maire adore Rodez. Donc nous avons signé une convention avec OSEO, nous donnons de l'argent du contribuable parisien à OSEO pour que OSEO garantisse des crédits aux PME. Et on vient de décider de passer la surmultiplier en la matière. C'est-à-dire, on avait un régime de croisière et on veut vraiment accélérer. À cause de la crise ?
À cause de la crise, oui, parce que les banques étant de plus en plus réticentes à prêter aux PME, vous allez avoir des PME en bonne santé, qui, faute de financement, vont avoir des vraies difficultés. Est-ce que ça vous a mis dans la difficulté, justement, cette situation, Thierry Moïsset, actuellement, justement, pour que votre banque vous aide un petit peu, ce qu'elle faisait habituellement? Est-ce que vous avez senti un frein? Non. Non, si je disais l'inverse, je suis un menteur. Non, aujourd'hui, les banques, moi, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Soit on les regarde en regardant derrière, soit on les regarde en regardant devant. Moi, si vous voulez, pour moi, le prêt et se faire prêter de l'argent, c'est on regarde les choses en regardant derrière. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de regarder devant. Et de regarder devant, c'est plutôt comment je peux faire pour vendre. Comment on peut m'aider pour davantage vendre. Parce que le problème du prêt, je veux dire, emprunter de l'argent, c'est comme quand vous achetez une maison. Un jour ou l'autre, il faudra le rendre, cet argent. Donc si on peut s'en passer, c'est quand même bien mieux. En plus, c'est de l'argent qui coûte cher. Quand vous empruntez, c'est de l'argent qui coûte cher. Donc moi, je préfère plutôt s'occuper des prêts, qu'on s'occupe plutôt aujourd'hui comment on développe le commerce. C'est-à-dire comment on peut vendre plus. Oui, mais vous ne pouvez pas faire abstraction de ce que vous disiez tout à l'heure, 80% du chiffre d'affaires qui passe dans la masse salariale. Il y a un moment donné, vous n'êtes pas tenté de vous dire, si je fabrique un petit peu du couteau ailleurs, ça me coûtera moins cher et je rééquilibrerai l'entreprise et ce sera pérenne pour tout le monde? Alors, il y a deux choses. La première chose, monsieur Sled, moi demain je vends 300 000 € de plus de couteaux, j'aurai peut-être moins besoin des emprunts. Donc si vous voulez, je me méfie de l'assistance. C'est-à-dire que on ne doit pas non plus trop nous assister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les sociétés se battent, il faut que les sociétés trouvent des systèmes, il faut qu'on trouve, nous, des réseaux commerciaux qui nous permettent d'exister et de vivre. Donc, l'emprunt, c'est bien parce que ça nous permet d'investir, etc. Mais pour moi, ce qui est le plus important et ce que j'attends aujourd'hui, c'est plus qu'on m'aide à vendre, qu'on m'aide à développer le marché et qu'on m'aide, justement, à interdire peut-être certaines pratiques. Parce que quand aujourd'hui, vous avez des couteliers, ou peu importe, des fabricants, des industriels, on va les appeler, qui achètent des produits en Chine ou au Pakistan, ce que vous m'incitez à faire, qui demain les vend par parasitage en disant ça c'est des produits de l'aïeul. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est bien plus destructeur que le fait de ne pas avoir un prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, plutôt que se soucier des prêts, et c'est important les prêts, si vous voulez, on est bien content quand on va voir notre banquier nous dit oui, vous pouvez investir. Par contre, aujourd'hui, moi j'appelle ça regarder derrière. Regardons devant. Pour regarder devant, comment va-t-on plus vendre? Comment peut-on autoriser aujourd'hui dans un État français, comment peut-on autoriser aujourd'hui dans un État français à acheter des produits d'importation, les manufacturer très peu, où on va prendre un gars qui va filer un petit coup de chiffon dessus, et pouvoir autoriser à vendre ces produits à Bandit France, et de pouvoir vendre ces produits en s'associant à des images, que ce soit de cristallerie, que ce soit de porcelaine, que ce soit de tissus, etc., etc. Et aujourd'hui, pour avoir travaillé dans plusieurs secteurs, qu'est-ce qui a tué le textile, qu'est-ce qui a tué l'ameublement, et qu'est-ce qui est en train de tuer les arts de la table? C'est exactement ça, c'est pas les prix. Pour répondre. Oui, alors, la question des débouchés est importante. Alors, dans votre secteur, je ne sais pas si ma remarque est pertinente, mais on parlait tout à l'heure de la campagne présidentielle dans l'émission précédente, et tous les candidats étaient partisans d'une loi, d'ailleurs empruntée aux États-Unis, qui en anglais s'appelle le Small Business Act, c'est-à-dire une loi dont le principe est simple, c'est de réserver une partie des commandes publiques aux entreprises petites et moyennes, parce que vous avez raison, il y a une concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises asiatiques, mais il y a aussi, peut-être pas dans le domaine du couteau, mais il y a une concurrence très forte, par exemple dans le domaine du bâtiment, entre les grandes entreprises et les entreprises petites et moyennes. Bon, juste un mot sur Paris, mais je pense que ça pourrait être transposé. Paris a été la première ville à signer un pacte PME. Pacte PME, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, dans le 1,5 milliard que nous dépensons chaque année, alors je ne sais pas si on achète des couteaux, je suis désolé, mais dans le 1,5 milliard qu'on dépense chaque année, il y a 30% pour les PME. Eh bien, nous prenons l'engagement d'aller au-delà de ces 30%, et demain, on organise une réunion avec 22 PME et 50 acheteurs publics pour qu'ils se rendent compte qu'ils se comprennent et qu'ils débouchent sur des affaires. Alors je ne sais pas si ça vaut... Moi j'ai juste une petite précision. Très rapide parce qu'on termine là-dessus. Juste une petite précision par rapport à ça. Ce qui est important, c'est pas de nous protéger entre nous, c'est de nous protéger contre les autres. Je m'explique. Quand vous dites, moi si vous voulez aujourd'hui avoir un concurrent français, ça ne me gêne pas.
Parce qu'un concurrent français va avoir un même taux horaire, va avoir des mêmes coûts de production que moi, et après c'est le meilleur qui gagne. Donc, ma foi, c'est la loi. Ce qui est important, c'est de nous aider à nous protéger de l'importation maquillée, vendue sous le Made in France. C'est ça qui est important. Très bien, merci beaucoup messieurs. Il faut mettre fin à ce débat, car je reçois maintenant Stéphane Gatignon qui a écrit « À ceux que la gauche désespère ». C'est un maire communiste qui a plein d'idées. Ah, c'est presque aussi bien. Il est maire, il est communiste, il est jeune. Stéphane Gatignon signe un ouvrage pour ceux que la gauche désespère. Maire de Sevran, l'une des villes les plus déshéritées d'Île-de-France. Stéphane Gatignon garde pourtant foi dans la politique et l'espoir de changer les choses. Bonsoir Stéphane Gatignon, Bonsoir. on est heureux de vous revoir sur ce plateau et avec ce livre donc à ceux que la gauche désespère au Cherche Midi, dans lequel vous n'allez pas par quatre chemins parce que vous cognez un petit peu sur vos camarades de gauche en disant qu'ils sont un petit peu immobiles. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort par provocation ? Non, c'est pas de la provocation, c'est aussi le vécu au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une crise à la fois, bon évidemment économique, financière, mais sociale aussi, parce que moi je suis maire aussi d'une ville de banlieue où tous les jours on est dans les difficultés, et puis on voit surtout des gens qui sont en grande difficulté, et puis je vois qu'à côté de ça, pour se mobiliser, pour travailler, pour offrir une perspective, on a une absence de projet politique, et ça concerne toute la gauche. Vous êtes maire de Sevran, donc c'est 50 000 habitants, il y a 70 nationalités différentes à Sevran, vous manquez cruellement d'argent. Qu'est-ce que peut faire un maire quand il est démuni? Qu'est-ce qu'il peut dire aux citoyens qui habitent sa ville? On se bat pour essayer pour essayer de dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'on essaye de construire, justement, et qu'on construit au moins un lieu qui est une ville, et que chacun a sa place. D'importe où, d'où qu'il vienne dans le monde, suivant sa catégorie sociale, tout le monde a sa place et on essaye de travailler tous ensemble. Ville difficile, il faut changer aussi et travailler dans le sens où on essaye de changer la ville aussi, changer la vie des habitants, c'est compliqué, mais il faut réussir à se battre, montrer qu'on est, montrer qu'on se bat et qu'on invite les autres aussi à se battre. Alors c'est difficile justement dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, on a parlé longuement du congrès du PS qui est bientôt mi-novembre. Celui du PC, c'est en décembre. Vous dites que le PC est mort aujourd'hui pourquoi? Parce qu'il n'a pas su évoluer. Je crois que le Parti communiste, depuis des années, effectivement, n'a pas su évoluer, pas su voir, en plus avec son histoire, la fin du monde du bloc de l'Est a créé quand même une rupture. Je crois qu'on n'a pas su, à ce moment-là, se remettre en cause, puis travailler sur, aujourd'hui, ce qui était une nouvelle gauche aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, ce qui montre aussi, c'est un peu un retour en arrière. On a l'impression de voir un peu la SFIO, les guerres de clans, etc. Le projet est également absent au niveau du PS. Il n'y a pas de mobilisation. On sent bien que là, aujourd'hui, Sarko a les mains libres. En face de ça, on a aujourd'hui la LCR qui se transforme en NPA et qui va rassembler un peu les mécontents. Moi, je crois que le problème de l'absence de projet et de fonds politiques, c'est que on crée pas de dynamique, quoi, à gauche. Et donc, voilà, on est en grande difficulté. De Nicolas Sarkozy, mais en même temps, vous dites que vous êtes séduit par sa méthode. Pas par sa méthode, je trouve. C'est rare de voir un communiste qui dit du bien de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas ça. Je dis pas du bien de Nicolas Sarkozy, je dis simplement qu'il n'est pas là par hasard, qu'il y a eu un travail depuis 25 ans de la droite, avec le patronat, le MEDEF, qui a travaillé sur le fond, qui a étudié, qui a analysé la société française, son évolution, et qui apporte une réponse. Parce que la crise financière qu'on connaît aujourd'hui, elle était le MEDEF réfléchit depuis des années à ce que va être un nouveau stade du capitalisme en fait. Et donc ils ont un point ou deux, ils ont une case ou deux d'avance, je dirais, dans le jeu qui est la vie aujourd'hui. Et donc ils travaillent sur ce nouveau stade. Et la réponse de Sarkozy, le parti unique de droite, etc., très à droite, c'est aussi cette réponse, j'allais dire, de nos adversaires. D'accord. À l'intérieur du Parti communiste, tout à l'heure, on citait le cas de Barack Obama, jeune démocrate qui, sous le coup de la quarantaine, a gravi une à une les marches pour devenir, quelques années plus tard, président des États-Unis. On a l'impression qu'au PS, ça se passe pas comme ça, qu'au PC, ça se passe pas non plus comme ça. Et quand on vous voit jeune communiste qui a réussi, qui est maire, qui est élu, on se dit, mais il vous empêche d'avancer au parti? Pourquoi il n'y en a pas plus comme vous? Je crois comme je disais tout à l'heure, par rapport au Parti communiste, il y a eu des loupés depuis 20 ans. Et il y a eu des générations qui sont arrivées, notamment aux étudiants communistes, à l'UNEF, le syndicat étudiant.
La situation a fait que beaucoup de gens ont été écartés et puis moi je vois souvent je dis moi je vis dans un cimetière militant aujourd'hui parce que ceux qui se sont mobilisés quand ils étaient à la JC etc qui étaient de ma génération des années 80 aujourd'hui j'en retrouve très peu et pourtant tous ces gens-là ils ont réussi souvent leurs études aujourd'hui dans des situations ça leur manque la politique aussi c'est pour ça que je pense qu'il y a un vivier il y a quelque chose d'énorme aussi à côté à réussir à remobiliser. Oui mais alors si le PC est mort qu'est-ce qui vous tente la voix d'Olivier Besancenot ça vous intéresse? Non, ça m'intéresse pas parce que dans le sens où aujourd'hui il se réfugie dans une pureté révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire que c'est l'absence de volonté de gestion, l'absence d'arriver au pouvoir. Quelque part, Che Guevara disait le but du révolutionnaire c'est de faire la révolution, ben c'est aussi d'arriver au pouvoir et de changer les choses. Et moi je crois qu'aujourd'hui on doit redynamiser les choses, retravailler sur un projet, créer une perspective politique et faire en sorte que tout un tas de gens se rassemblent et qu'on puisse changer les choses. Voilà, je pense que l'objectif c'est pas de se retrouver dans une opposition où on ferait entre 5 et 15%, parce que Besancenot peut demain faire entre 5 et 15% suivant le type d'élection, et puis en même temps laisser, je dirais, les mains droites les mains libres à la droite pour gouverner pendant des années encore. Mais quel rôle voulez-vous jouer, vous, politiquement? Alors peut-être, j'ai pas compris si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du parti. Est-ce que vous voulez continuer le combat, entre guillemets, à l'intérieur du parti? Je continuerai. Moi, je suis communiste, je le dis dans le livre, j'explique pourquoi, et je continuerai à essayer de travailler les idées. Voilà, c'est ça qui me plaît, parce qu'en même temps, on vit une situation localement, quotidiennement difficile. Il faut apporter des réponses aussi aux questions qui se posent dans nos villes. Donc, travailler sur les idées, à la fois en ville, à la fois sur la scène politique. Je crois que tout est lié, quoi. Les socialistes ont le même problème que vous, finalement. Ouais, mais je crois que la gauche... Travailler sur les idées. La gauche, globalement, a beaucoup de soucis à ce niveau-là, ouais, travailler sur les idées. Il y a de quoi faire un accord aujourd'hui, comme par le passé, avec les socialistes? Les partis arriveront toujours à se mettre d'accord. Je crois que la question d'union de la gauche, la question de la gauche plurielle, etc. On peut avoir une gauche de ce type-là, de partis qui se réunissent pour aller au pouvoir. La question, c'est pour aller au gouvernement aujourd'hui, pour faire quoi? C'est ça la vraie question. Moi je crois aujourd'hui on peut changer des choses dans notre société et c'est essentiel. La crise, c'est un moment particulier que nous vivons. Est-ce que c'est un moment justement où les citoyens sont plus à l'écoute, où les messages de l'opposition en particulier passent mieux? Je suis pas sûr parce que je pense que pour avoir déjà la crise, on entre dans la crise aujourd'hui, une crise financière, la crise sociale qu'on connaît déjà et notamment en banlieue depuis très longtemps maintenant, le pays va la connaître. Ça va être très dur. On va avoir des situations pendant, à mon avis, au moins 1 ou 2 années très très difficiles. Je pense que pour créer des dynamiques et pour que les gens ne plongent pas non plus dans le populisme ou dans la révolte pour la révolte, c'est toujours le même problème. Il faut réussir à définir ce qu'est un projet politique demain, de gauche, qui change réellement la société. La question de la transformation sociale est au cœur, quoi. Changer les rapports, sinon on s'en sortira jamais. Mais vous, à Sevran, bon, vous croisez évidemment toute la journée ceux qui vous ont élu en particulier. Pourquoi, à votre avis, ils vous ont élu? Ils ont reconnu? Parce que je crois que, parce que à la fois on essaye de définir un discours, puis on essaye de dire, voilà, ce que je disais tout à l'heure, on est tous dans le même bateau, on essaye d'avancer. Ensuite, on a travaillé. C'est-à-dire qu'on a réussi, avec la rénovation urbaine, à changer le cadre de vie dans certains quartiers qui étaient devenus invivables. Quand on fait ça règle pas les fins de mois difficiles, mais au moins pouvoir, pour des familles, accueillir de la famille chez eux le dimanche et être fier d'habiter où on habite, c'est quand même quelque chose de très très important. Redonner confiance, je crois que c'est ce qu'on a réussi un petit peu à faire. Voilà, en allant voir les gens, en retissant du lien social, en travaillant, quoi. Et voilà, c'est ce qui aujourd'hui nous manque. La question aussi de la culture. Je crois aujourd'hui, on dit, et pour pas plonger dans le communautarisme, si on n'arrive pas à se construire une culture commune, quelque part où chacun, avec ses différences, ses différentes origines, amène quelque chose, et qu'on se construise demain, c'est une culture française qui a toujours eu une universalité quand même. La culture française a cette universalité, elle est bloquée depuis des années. Je crois que un des grands soucis qu'on a, nous, dans nos villes, c'est ça, c'est réussir à faire partager les choses et à se construire de l'en commun. Finalement, c'est du communisme, de l'en commun. Nicolas Sarkozy, vous le disiez tout à l'heure, et le MEDEF ont 2 ou 3 cases d'avance. Ouais. Que faudrait-il à la gauche pour qu'elle arrête, comme vous le dites, de désespérer ses partisans? Je crois que il faudrait se mettre autour de la table, analyser la société, faire des propositions qui sont en rupture avec ce qui est proposé, et puis travailler à ce que va être la nouvelle étape. Qu'est-ce que c'est le nouveau capitalisme qui va venir devant nous? Je crois que Barack Obama a été élu aux États-Unis, il rentre et il va travailler là-dessus aussi. Je crois que Sarkozy en France travaille là-dessus. Je crois que la gauche aussi, on doit être en mesure de travailler là-dessus. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va aussi annoncer des choses concrètes qui permettent de pas rentrer dans un monde qui oppose toujours
les uns aux autres, et puis un monde où on arrive à sortir, notamment pour nos villes, de la ghettoisation qui structure aujourd'hui de plus en plus nos quartiers, nos banlieues. Merci beaucoup Stéphane Gatillon. Je remonte à ceux que la gauche désespère, au Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci. On va regarder les unes des journaux de demain et puis peut-être avoir un coup de fil pour avoir les premiers chiffres dans le Nord notamment du PS, des différentes motions. Récession, Barack Obama, crise économique, peu de grosses surprises dans vos quotidiens de demain que Saveria Rojek a lu pour vous avec beaucoup d'attention. Un noir à la Maison Blanche, mais qui, en France, Libération cherche l'introuvable Obama français. L'élection de Barack Obama relance le débat sur les minorités dans le pays. La pire récession depuis 1945, la crise est à la une des Échos. Les places boursières ont renoué aujourd'hui avec la morosité. Et puis en France, niveau record du déficit de l'État en 2009, 3,1%. La crise et ses conséquences à la une de l'Humanité. Dans l'automobile, fournisseurs et équipementiers freinent ou stoppent leur production. Un drame social pour des milliers de salariés. Voilà, et puis on change de sujet, on termine avec les vacances d'hiver. À la une du Dauphiné Libéré, il vous propose tous les bons plans pour ce qui est moins cher cet hiver. Voilà. Et on enchaîne avec le dernier coup de fil pour avoir des nouvelles des motions socialistes. Parce que les militants socialistes votaient ce soir, 6 motions en lice. Dernier coup de fil de Bouge la France. Gilles Pargnot, c'est le premier secrétaire de la Fédération socialiste du Nord. Bonsoir Gilles Pargnot. Bonsoir. Écoutez, évidemment, on a envie de savoir si vous avez des premiers éléments des votes, parce qu'on sait qu'au niveau national, ce sera très serré, notamment entre vraisemblablement 3 motions. Est-ce que vous avez des éléments? Oui, donc nous avons des éléments qui montrent que la motion conduite par Martine Aubry est très largement devant dans la Fédération du Nord. Nous pensons être à plus de 65% en faveur de la motion conduite par Martine Aubry. Il y aura donc plusieurs milliers de voix dans l'escarcelle de sa motion et dans l'escarcelle de Martine. Et on est très content puisque sur l'ensemble du territoire nordiste, nous avons de très bons résultats. D'accord, ça c'est sa région. Qu'est-ce qui arrive en 2e et 3e position? Alors nous allons avoir dans le département du Nord la motion A qui de justesse va arriver en 2e position. C'est-à-dire celle de Bertrand Delanoë? Oui, tout à fait, oui. Celle de Bertrand Delanoë est juste devant la motion de Ségolène Royal. D'accord. Est-ce que vous avez des informations dans les autres fédérations? Non, je n'ai pas d'informations puisque pour l'instant je me consacre à ce dépouillement que nous sommes en train d'effectuer dans la Fédération du Nord. Alors dans la Fédération du Nord, on sait que c'est la fédération de Martine Aubry, donc elle arrive très largement en tête, vous nous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est un petit peu logique, même si le score est quand même, celui que vous nous avez donné est quand même très très important. Oui. Vous savez ce qu'on dit, on dit que parfois il y a des fraudes, et notamment dans la Fédération du Nord. Est-ce que tout a été clair cette fois? Ceux qui ont dit cela ces derniers jours se trompent. Nous avions des observateurs dans chacune des sections sur l'ensemble du territoire nordiste de toutes les motions et comme c'est maintenant habituel, eh bien il n'y a aucune contestation concernant le vote dans nos motions car chaque observateur a fait son travail et donc ça s'est vraiment très très bien passé et j'en suis très satisfait. Donc on récapitule dans le Nord, dans la Fédération du Nord, qui est l'une des plus importantes en France. Oui. Martine Aubry 65%, Bertrand Delanoë combien? Pour l'instant, donc je pense que nous pouvons être devant, mais encore plus haut que 65%, mais c'est une fourchette qui est aujourd'hui présente, en ce moment présente, dans le cadre du dépouillement qui est en cours. Et le dépouillement, il est en cours, il est à peu près à quel niveau le dépouillement là en ce moment? Nous sommes à un peu plus de la moitié des votants. D'accord, très bien, mais merci beaucoup. Voilà merci beaucoup Gilles Pargnot, c'est effectivement une bonne tendance. Merci bien, on remercie tout le monde, Orcérène Rousseau qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne qui était en régie et qui dirigeait de la régie la coordination de cette émission, Oriane Mancini, Xavier Lalu, Simon Barbary qui ont préparé tout cela et Saveria qui était comme tous les soirs à mes côtés. Et on se retrouve lundi. Absolument Saveria. Tout de suite le portrait de Philippe Dallier, c'est un jeune sénateur de Seine-Saint-Denis également, mais UMP lui. Au revoir.